Bienvenue pour cette vidéo court sur le chapitre de la tension superficielle. La tension superficielle, c'est quoi? Déjà, vous avez peut-être déjà vu une goutte d'eau sur une feuille, ou bien un moustique ou une mouche marcher sur de l'eau. Tout ça, c'est dû à la tension superficielle. En physique, une tension, c'est une force qui s'oppose à l'étirement. Par exemple, ici, si je veux étirer cette chiffonnette, je sens une résistance. Cette résistance, c'est la tension superficielle. À l'échelle des molécules, voilà ce qui se passe. Donc, je vais dessiner, représenter un récipient, et dans ce récipient, on va avoir des molécules d'eau, ici. Et disons que le niveau d'eau, il est juste ici. Eh bien, donc je vais mettre des pointillés, on va avoir aussi des molécules d'eau ici. Mais le problème de ces molécules d'eau, c'est que ceux qui sont au centre, elles vont avoir des forces qui s'exercent. Parce qu'une molécule d'eau, un petit rappel, c'est constitué d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Mais l'eau, à l'échelle moléculaire, on va avoir des ponts hydrogènes. Parce que l'oxygène, il fait des ponts hydrogènes. Avec ses doublés non liants, il va capter partiellement l'électron de l'hydrogène. Et donc ça, ainsi, comme ça, et donc on continue, etc., etc. Et donc, tous ces ponts hydrogènes, ils forment une force de cohésion. Donc ici, vous voyez ces molécules-là, etc., etc. Et toutes ces molécules à l'intérieur, elles se compensent. Le problème pour les molécules qui sont à la surface, eux, ils sont uniquement attirés vers le bas. D'accord? Donc comme ça, ils n'ont pas de molécules au-dessus qui fait que ça se compense. Ils n'ont pas de molécules au-dessus qui s'attirent en haut, s'attirent en bas, donc au final ça bouge pas. Non, ces molécules-là, elles sont uniquement attirées vers le bas. Tandis que les molécules au centre, bah, eux, ils sont attirés dans toutes les directions, ce qui fait que c'est stable. Eh bien, ces molécules à la surface, ces molécules qui sont uniquement attirées vers le bas, ces molécules sont responsables de la tension superficielle. Les molécules qui sont au centre, ils ont une force qui est équilibrée. Par contre, les molécules à la surface, ils sont attirés vers le bas. On a deux façons complémentaires d'expliquer la tension superficielle. La première, c'est avec cette formule, gamma, la tension superficielle, qui est égale à la variation de travail sur la variation de surface. Encore une fois, si je reprends ma chiffonnette, si je veux faire varier la surface de ma chiffonnette, il va falloir que j'exerce un travail. Eh bien, le travail, c'est la force que j'exerce pour faire varier la surface de ma chiffonnette. Là, je passe d'une petite surface à là, je la tends. Pour faire cet agrandissement de surface, j'ai dû fournir un travail. Eh bien, la tension superficielle, elle se calcule par la variation de travail sur la variation de surface. En gros, le travail à fournir pour faire varier la surface d'un mètre carré. On la note en joules, parce qu'un travail c'est en joules, et une surface c'est en mètre carré. Donc joules par mètre carré. La tension superficielle, c'est l'énergie à fournir pour faire varier la surface d'un mètre carré. On a vu une manière de comprendre la tension superficielle d'un point de vue énergétique. On peut aussi la comprendre d'un point de vue de force. Donc la formule, c'est celle-ci, gamma, la tension superficielle, elle est égale à la force sur la longueur. Prenons un bécher que je vais remplir d'eau. Donc disons que le niveau d'eau, il est jusqu'ici. J'insère un fil très fin, admettons une tige métallique très fine. Eh bien, cette tige métallique, si je veux la retirer, je vais devoir exercer une force. Mais ce qui va s'opposer à cette force, c'est bon, la tension superficielle, mais en fait, il va y avoir une petite membrane qui va se former. Vous pouvez essayer chez vous, vous prenez un verre d'eau, vous insérez une tige métallique très fine, une aiguille, et vous allez voir que si vous retirez minutieusement l'aiguille du verre d'eau, vous allez avoir un genre de pellicule qui va se former, une petite membrane qui va s'opposer justement au retrait de cette aiguille. Et donc, plus on insère, plus l'aiguille est grande, plus on a un contact avec l'eau qui est élevé. Et c'est pour ça que plus l'aiguille est grande, donc plus la longueur est grande, plus la force à exercer pour extraire l'aiguille du verre d'eau va être élevée. Et donc plus la tension superficielle va être élevée. Et on peut transformer cette formule en disant que eh bien, la force, dans ces cas-là, c'est équivalent à gamma fois la longueur. Plus gamma est élevé, plus la longueur est élevée. Donc ici, on a une tension superficielle par unité de longueur. Et bien, plus la force qu'il faudra exercer pour retirer l'aiguille, elle sera élevée. Étudions la goutte et la bulle. Une goutte, c'est une sphère remplie d'eau. Donc une goutte, c'est rempli d'eau. Et la pression, le différentiel de pression à l'intérieur de la goutte et l'extérieur de la goutte, donc à l'extérieur de la goutte, c'est de l'air,
on le note delta P, qui est égal à la pression intérieure moins la pression extérieure, qui est égale à 2 gamma sur R. Gamma, c'est la tension superficielle du liquide, et R, c'est le rayon de la goutte. Ici, on a un seul interface. Un interface, c'est quoi? C'est l'espace entre deux états. Donc ici, c'est l'espace entre l'air, qui est à l'extérieur de la goutte, et l'eau, qui est à l'intérieur de la goutte. Donc ici, c'est l'interface constituée d'eau. Là, on a de l'air, et là, on a de l'eau. Et donc, la variation de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la goutte, elle est égale à 2 gamma sur R. Si on prend maintenant une bulle, c'est une sphère, mais le contour de la sphère, c'est de l'eau. Par contre, à l'intérieur, c'est de l'air. Et à l'extérieur, c'est de l'air. Et le contour, c'est de l'eau. Ici, on a combien d'interfaces? On en a deux. On a l'interface au R à l'intérieur et on a l'interface au R à l'extérieur. On a donc deux interfaces, donc 2 fois plus de pression, donc 2 fois plus de tension. Donc ici, ça c'est pour l'eau. Non, pour la goutte plutôt. Et là, c'est pour la bulle. Pour la bulle, on a delta P qui est égal à P1 moins Px, ça ne change pas, mais qui est égal à 4 gamma sur R. On a 2 fois plus de tension superficielle. Et R, c'est le rayon, encore une fois. En fait, on a juste 2 fois plus de tension. Ici, on est simplement attiré vers l'intérieur. Là, on est et attiré vers l'intérieur et attiré vers l'extérieur. Donc, ça provoque 2 fois plus de pression. C'est quoi la capillarité? La capillarité, si je dessine encore une fois un bécher, et que j'insère un... Non, bah vous savez quoi? Je vais prendre un verre de, par exemple une tasse de café, et vous insérez un sucre. Mais le sucre, vous ne l'insérez pas complètement. Donc là, c'est la limite du verre, donc disons qu'il est plein. Vous gardez votre sucre dans la main, mais vous le trempez un petit peu. Mais vous allez voir que le café, il va remonter dans le sucre. C'est-à-dire que là, tout le café, donc ça c'est directement au contact du café, donc c'est mouillé. Et vous allez voir que ça va progresser aussi. Et tout votre sucre va être mouillé. Ça, c'est dû à la capillarité. Si vous insérez un tube, un capillaire, ou bah, là, du coup, un sucre, vous allez avoir l'eau ou le liquide qui va monter tout seul. Ça, du coup, c'est effectivement ce qu'on appelle la capillarité. Et la hauteur à laquelle ça monte, elle se calcule de 2 gamma fois cosinus alpha sur rho GR. Alors, gamma, c'est la tension superficielle. Alpha, c'est l'angle entre ce que j'insère et le liquide. Rho, c'est la masse volumique du liquide. G, c'est la pesanteur, donc environ 9,81 sur Terre. Et R, c'est le rayon. Donc quand on plonge un capillaire dans un liquide, le liquide, il monte tout seul. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des forces d'adhésion. La paroi du solide, elle va attirer le liquide. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des forces d'adhésion et la paroi du tube va attirer le liquide. Si j'insère un tube en verre, donc le verre c'est quoi? C'est de la silice. Et c'est de la silice liée à 2 atomes d'oxygène. Donc si j'insère un tube, eh bien les oxygènes qui sont situés sur le tube, ils vont attirer les hydrogènes de l'eau qui sont dans le bécher. Et donc ça attire l'eau, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a ce qu'on appelle des ponts hydrogènes. Il faut savoir que, de toute façon ça on le reverra, mais que en chimie, les éléments qui font des ponts d'hydrogène, c'est FON. Donc on retient font des ponts hydrogène, donc fluor, oxygène, azote. Donc comme on a des atomes d'oxygène dans le verre qui vont être capables d'attirer les hydrogènes présents dans le liquide, eh bien ça va attirer le liquide et le liquide va monter tout seul. Un point sur la stalagmométrie. La stalagmométrie, c'est l'étude des gouttes. Si on représente un compte-gouttes, voilà à peu près, on a une goutte et vous voyez que la goutte, si vous appuyez un petit peu sur le compte-goutte, elle va pas tomber tout de suite, d'accord? On va attendre un petit peu si vous exercez pas de pression supplémentaire, puis ensuite elle va se détacher. Ça en fait c'est dû à la tension superficielle, à l'équilibre entre la tension superficielle et le poids de la goutte. Le poids en physique, c'est P qui est égal à mg. Pour que la goutte se détache, il faut que le poids soit égal à la tension superficielle. Dès que le poids il atteint, la valeur de la tension superficielle, la goutte elle va pouvoir se détacher. Il faut en fait là comprendre que c'est en équilibre. Le poids, bah, il a tendance à attirer la goutte vers le bas, et la tension superficielle, elle le garde vers le haut. Donc là on est à un état d'équilibre. Par contre, dès que le poids il va être plus grand, enfin dès qu'il va atteindre la valeur et la dépasser, la tension superficielle, la goutte elle va pouvoir se détacher. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va avoir une accumulation d'eau qui va faire grandir le M, la masse de la goutte. Donc
P il va grandir, donc il va finir par dépasser la valeur de la tension superficielle et donc la goutte va pouvoir se rompre. Et la valeur du poids, elle est aussi égale à K fois la tension superficielle fois R. Donc R c'est le rayon et K c'est une constante, c'est dû à la géométrie du système, donc comment est fait le compte-gouttes, etc. Bon, de toute manière, ça, on vous le donnera si jamais il faut utiliser cette formule, on vous dira combien vaut K. La tension superficielle, bah, ça, elle vous sera donnée, et donc le rayon, peut-être qu'il faudra calculer. On termine sur la partie la plus importante du cours, c'est les agents tensioactifs. Donc c'est vraiment pas la partie la plus compliquée, et tant mieux finalement. Ce qu'on a vu jusque-là, ce qu'il faut retenir principalement, c'est les formules. On va vous demander si, bon, eh ben, par exemple pour la hauteur tout à l'heure, si donc 2 gamma cos alpha sur PGR, eh bien on vous demande si la hauteur est proportionnelle à G, ou inversement proportionnelle à R. Donc en fait, on vous demande des relations généralement de proportionnalité. Il n'y a pas trop de calcul à faire, ça fait des années qu'ils n'ont pas posé des questions de calcul. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est cette partie-là. Les agents tensioactifs, ça tombe vraiment chaque année, donc c'est vraiment les points qu'il faut aller chercher. Un agent tensioactif, c'est une espèce chimique qui va être capable de diminuer la tension superficielle. Alors, c'est pas forcément intuitif. Agent tensioactif, on aurait plutôt tendance à croire que ça fait augmenter la tension superficielle, mais non, c'est bien l'inverse. Si on met un agent tensioactif, on a notre tension superficielle qui va diminuer. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, l'agent tensioactif, il va venir se mettre à la surface. Il faut savoir que la tension superficielle, c'est dû aux fortes forces de cohésion entre les molécules d'eau, ici, si on prend pour l'eau. On a des molécules d'eau qui vont créer des ponts hydrogènes avec d'autres molécules d'eau, etc., etc. Et tous ces ponts hydrogènes forment une forte force de cohésion, ce qui fait qu'on a une tension superficielle élevée. Mais si on prend un agent tensioactif qu'on va venir déposer à la surface, il va venir donc déjà abaisser les molécules d'eau qui étaient à la surface esselée, hein, on l'a vu en début de cours, qui vont être uniquement attirés vers l'intérieur. L'agent tensioactif, il va les pousser à l'intérieur du liquide, ce qui fait qu'on n'aura plus ces molécules d'eau à la surface qui augmentent la tension superficielle. Et donc l'agent tensioactif, il va faire diminuer en venant se mettre à leur place et en les poussant à l'intérieur. Et donc plus il y a d'agents tensioactifs, plus la tension superficielle va diminuer jusqu'à atteindre un certain seuil. Enfin, on a une application clinique dans ce cours, c'est le surfactant pulmonaire qui s'applique aux alvéoles. Déjà, une alvéole pulmonaire, c'est une petite poche sphérique située à l'extrémité des bronchioles. Elle est remplie d'air et c'est là que se font les échanges gazeux entre le dioxygène et le dioxyde de carbone. Il faut savoir que les alvéoles, c'est constitué d'air. Et donc on a de l'air à l'intérieur et la membrane autour, c'est de l'eau avec du mucus. Donc ici, on pense direct à interface. On a une interface entre l'air à l'intérieur et le liquide autour, qui entoure l'alvéole. On a donc une tension superficielle. Et la tension superficielle, on ne l'a pas dit, mais c'est super important, elle va toujours avoir tendance à diminuer l'espace, diminuer la surface plutôt. On le voit dans la formule que l'on a vue au début, gamma qui est égal au travail sur la surface. Plus la tension superficielle elle est grande, plus la surface elle va être petite. Si on augmente la tension superficielle, S diminue. Et donc, ça pose un problème. Si nos alvéoles, elles diminuent trop, bah, à un moment donné, on ne peut plus faire d'échange gazeux, puis on ne va plus pouvoir réoxygéner notre sang. Donc, on va mourir. C'est pour ça qu'on a un agent tensioactif naturel qui s'appelle le surfactant pulmonaire. Il va venir se mettre à la surface de ces alvéoles et ça va diminuer la tension superficielle. Et donc, le seul traitement pour les bébés qui sont... En fait, ça survient généralement chez les prématurés qui produisent pas encore de surfactant. Et donc, chez ces bébés, on va introduire du surfactant artificiel pour diminuer cette tension superficielle et que les alvéoles gardent un volume correct. Donc voilà pour ce cours sur la tension superficielle. Ce qu'il y a vraiment à retenir là, c'est cette dernière partie. On ne le voit pas dans ce cours, mais il y a des exemples à retenir sur ce que c'est, sur ce que fait l'éthanol, le chlorure de sodium. Il y a des exemples dans le cours qu'il faut connaître sur leur action sur la tension superficielle. Et les formules, il faut les connaître, pas tant pour pouvoir les appliquer, mais pour pouvoir répondre aux questions dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, on peut vous dire est-ce que la tension superficielle, c'est proportionnel au travail? Oui. Est-ce que la tension superficielle, c'est proportionnel à la surface? Non, c'est inversement proportionnel. Ça tombe dans les questions de relation de cause à effet. Voilà pour cette vidéo, et n'hésitez pas à utiliser le forum si vous avez des questions.